état. Donc, ce jardin devient à partir du règne d'Isabelle II, avant même 1868, avant même la première République espagnole, la fin provisoire de la monarchie, ça devient, dès le règne d'Isabelle II, ça devient un musée de sculpture. Un musée de sculpture qui va s'enrichir progressivement. Au début, ce sont des renforts, on va la voir, la Fuente de la Cachofa, ou les grandes statues de rois que l'on va voir, et puis des sculptures qui vont être amenées ici, comme ce très célèbre monument qu'on appelle le monument de l'ange déchu, El Ángel Caído. Les madrilènes se glorifient d'avoir le seul grand monument à l'ange déchu. Et en fait, il y en a quelques autres. Il y en a à Naples, il y en a à Prague et tout ça, mais c'est un des plus beaux. Donc ce thème de l'ange déchu, qui est traité ici d'après le poème de Milton, hein, là aussi on se trouve dans un art international, par un prix de Rome qui s'appelle Ricardo Baillet. Il y a une académie d'Espagne à Rome, comme il y a une académie de France à Rome, parce que ce sont des créations de la dynastie des Bourbons. Ce Ricardo Baillet, donc prix de Rome, va réaliser cette grande statue qui va être achetée par le musée du Prado et placée par le musée du Prado dans le jardin du Retiro. C'est un des monuments les plus chouchoutés, je dois dire, par les Espagnols. Tout le monde l'aime beaucoup. Et même si je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de réunions de sorcières autour de Belzébuth, comme on le prétend quelquefois dans les guides touristiques, eh bien, c'est quand même un coin du Retiro qui est très apprécié. Mais surtout, la sculpture dans ce jardin va être utilisée pas simplement pour l'agrément, pas pour le bonheur des yeux ou le goût des esthètes. Comme beaucoup d'éléments de sculpture monumentale de toutes les époques, mais surtout au XIXe siècle, il y a dans le projet de cet enrichissement par la sculpture une véritable démarche idéologique et politique. Et là, on le voit très bien dès 1847, sous le règne d'Isabelle II, qui effectivement est une reine sur laquelle on a pu dire beaucoup de choses désagréables quant à sa personnalité, mais qui a au moins l'avantage de savoir bien s'entourer quelquefois, quand on ne l'entoure pas de trop près, si j'ose dire. Mais donc, dès cette époque-là, on va décider d'utiliser ce jardin comme une espèce de manifeste de la grandeur de la monarchie espagnole. Et en 1847, on va, dans les aménagements, justement, dans cette partie de Retiro sur la gauche qui avait été confisquée par Ferdinand VI, on va l'ouvrir au public. Ça, c'est sous Isabelle II qu'on le décide. Et on va créer une grande avenue qui va mener à l'Estanque, qui va mener de la ville jusqu'à l'Estanque. Et cette grande avenue, elle est traitée, vous voyez, avec ce grand parterre ici, elle est bordée de statues. Ces statues ne sont pas n'importe quelles statues. Ça fait partie des 150 ou 130 statues qui avaient été sculptées pour orner les balustrades du palais royal de Sacchetti, du palais du XVIIIe siècle. Ce palais royal du XVIIIe siècle, et j'aurais dû amener une image, mais enfin, il est couronné par une balustrade, et il était prévu d'ériger sur cette balustrade une galerie des statues des rois d'Espagne. Le projet iconographique avait été élaboré par un jésuite qui s'appelait Padre Sarmiento, qui avait dressé la généalogie des rois d'Espagne depuis les rois visigoths. Vous savez que c'est le grand thème de l'Espagne, c'est pour ça qu'il faut le dire, pas le dire aux Catalans, mais l'Espagne, une grande libre, comme on disait à une époque un peu désastreuse par ailleurs, mais elle prend ses racines dans le royaume visigothique.
C'est au VIe siècle qu'existe pour la première fois une dynastie de l'Espagne unifiée. Donc ces rois wisigoths, on va les chercher au XVIIIe siècle pour légitimer cette volonté de réunification de ces royaumes ibériques qui est incarnée par les Bourbons. Parce que les Habsbourg, ils avaient bien joué le jeu jusqu'à maintenant. Ils étaient comte de Barcelone, roi de Navarre, roi d'Aragon, etc. Mais ils maintenaient, les Bourbons, ils n'aiment pas trop ça. C'est Philippe V qui va essayer de réunir tout ça. Il va avoir mal à partir avec les Catalans, d'ailleurs, entre autres. Donc, sous Philippe V, on veut affirmer l'existence d'une royauté hispanique. On n'est pas roi de Castille, de Grenade, de Léon, etc. On est roi d'Espagne. Et cette royauté hispanique, elle s'ancre sur une tradition de ces grands rois qui ont fait l'Espagne. Chez nous, c'est depuis Clovis, mais chez eux, c'est depuis donc l'époque visigothique. Et on va avoir ces statues, ce programme iconographique qui va être déployé et mis en œuvre dans la création de toutes ces statues. Ces statues ne sont jamais placées sur les balustrades. La petite histoire dit que c'est Elisabeth Farnèse qui avait peur qu'elle leur tombe sur la tête. Bon, je ne pense pas du tout que ce soit ça, mais c'était quelque chose qui a dû être rejeté, soit pour des raisons de stabilité, soit pour des raisons esthétiques. En tout cas, on se trouvait devant une collection de 130-135 statues dont on ne savait que faire. Et alors on les a disposées dans le Vétil. Bon, il y en a une quarantaine, c'est déjà pas mal. Les autres, vous les trouvez face au Palais Royal, Plaza de Oriente. Et puis on en a distribué à Oviedo, dans quelques villes espagnoles, où vous allez trouver donc quelques-uns de ces rois. Alors ici, évidemment, on ne va pas tous les passer en revue, mais ce sera la conférence de l'année prochaine. Je suis sûr, j'aurai 4 ou 5 personnes l'année prochaine, si je reviens. Donc ces rois, donc depuis les premiers rois visigoths jusqu'au dernier roi Bourbon, c'est-à-dire en 1847, c'est Isabelle, c'est quand même pas mal pour une femme qui a du mal à imposer son pouvoir face à son tonton Carlos, qui se réclame de la loi salique, lui dire moi je descends d'Ataulf. Hein. Donc il y a ça derrière. Et là aussi, c'est pour ça que ce jardin de Vétil aussi intéressant pour quelqu'un qui aime bien blaguer comme moi, parce qu'il y a des tas de choses à dire. C'est pas simplement oh qu'elles sont moches ces statues, parce qu'elles sont pas très raffinées, parce qu'elles sont faites pour être vues de loin et très haut. Donc elles sont pas très détaillées, mais elles sont très unifiées dans cette très belle pierre blanche qui donne beaucoup d'allure à cette allée. Et cette allée, elle converge vers le grand étang. Restauration, Isabelle II est obligée de partir en exil, Première République, ça se passe mal, Restauration, le petit Alphonse XII est trop petit, la régence de Marie-Christine. Donc, à ce moment-là, dans la tête de la régente, une idée s'impose, comme si on devait préparer le travail. Isabelle a préparé au bout le monument d'Alphonse XII. Et là aussi, si vous voulez, c'est quand même extraordinaire, parce que quand on a conçu cette allée, en face, il y avait l'embarcadère de Ferdinand VI, où on remisait les petites galères, tout ça. Et lorsqu'on en a besoin, au moment de la restauration bourbonique, je passe un petit peu sur cette histoire de la fin du règne d'Isabelle II et le début de la restauration bourbonique, mais c'est très difficile. On a beaucoup de mal à imposer donc ce jeune roi, et donc Marie-Christine va décider de construire au bout de cet alignement un monument qui est le monument d'Alphonse XII, qui est ce monument qui est au cœur de l'Étile, qui borde le grand étang et qui est vraiment une splendeur architecturale. On peut ne pas aimer ce style un peu empoulé, grandiloquent, mais c'est une réussite absolument extraordinaire. Vous voyez ce grand étang, au fond, à l'emplacement de l'embarcadère, ce grand monument qui est conçu par un architecte, qui est un architecte de ville, qui a construit beaucoup d'immeubles, justement, dans ces
nouveaux quartiers, qui sont le quartier de Salamanque ou le quartier des Jerónimos, donc les glaces liées là, qui propose un grand monument absolument magnifique, pour lequel on va enrôler les artistes de toute l'Espagne. Et, je n'ai pas fait le calcul, mais la majorité des sculpteurs du monument d'Alphonse XII, bon, la statue équestre de Benlliure, lui, il vient de Valence. Mais il y a beaucoup de sculpteurs qui viennent de Catalogne et du Pays Basque, des Asturies. Et là aussi, si vous voulez, bon, je pense que c'est pas totalement... C'est un choix de très bons sculpteurs aussi. Mais c'est pas étranger aux préoccupations qui sont les préoccupations permanentes du royaume d'Espagne jusqu'à nos jours. Donc ce monument d'Alphonse XII, il s'inscrit à la fois dans la suite de cette allée de légitimation monarchique qu'est l'allée de la République argentine, et il se positionne également comme la création à Madrid, au cœur de Madrid, au cœur de la capitale de l'Espagne, la création d'un monument qui associe des personnages venus de tous les coins d'Espagne, des différents royaumes d'Espagne. Ici, ces merveilleuses statues, Colliasina, ou ces lions. Alors, je n'ai pas le nom de tous les sculpteurs. Et voilà, donc on voit les noms même. Ce pas des noms castillans, hein, il y a beaucoup de noms d'origine catalane ou d'origine basque, asturienne, etc. Et en tout cas, c'est une réussite du point de vue de la monumentalité, du point de vue de l'efficacité de la démonstration idéologique, que d'avoir ici donc ce merveilleux monument qui, en plus de cela, est toujours très animé. Je veux dire, tout le monde se donne rendez-vous là. Ça suit toutes les modes. Il y a 10 ans, si vous vouliez écouter un bon concert de rap, il fallait aller au monument d'Alphonse XII. Tous les rappeurs étaient là derrière. Donc ça continue à fonctionner d'une manière extraordinaire, avec ces grandes compositions allégoriques. Ici, donc c'est l'allégorie du progrès, mais il y en a une dizaine de ce type tout autour du monument. Voici une autre de ces très belles sirènes, avec au fond la fontaine égyptienne dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez, ce n'est pas uniquement comme nous pour le 11 novembre qu'on y va. Hein, les monuments du 11 novembre, c'est désespérant en France. On y va et de moins en moins, tandis que là, on y va aussi pour faire de l'aviron. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Alors voici 2 ou 3 autres photos. Donc surtout, Mariano Benlliure qui a réalisé, c'est le grand sculpteur évidemment de la fin du XIXe siècle, qui a réalisé ce personnage, ce statue équestre d'Alphonse XII au-dessus d'un petit mirador. Je n'y suis jamais monté, mais on peut y aller, je crois. Et alors, voici ici. De l'autre côté, dans l'axe de l'autre côté, on va retrouver une autre statue. Et là aussi, c'est quelque chose d'absolument génial dans la distribution de ces statues dans le palais, parce que ici, c'est Alphonse XII. Et ici, ouais, de l'autre côté de l'étang, par rapport à l'étang, on voit une autre statue équestre d'un personnage qui est le général Martínez Campos, toujours de Benlliure, le même sculpteur. Qui c'est Martínez Campos? Martínez Campos, c'est le général du pronunciamento de Sagunto, celui qui va mettre fin à la République, mettre fin et réintroduire et surtout sur les dictatures successives de la fin du XIXe siècle, et réintroduire sur le trône d'Espagne Alphonse XII. Il soulève les garnisons de Sagunto, région valencienne, au nom de Vive le roi Alphonse XII, et on va réussir à réintroduire sur le trône ce personnage qui est ici. Alors là, Martínez Campos, il est représenté sur ce monument, et ce monument, il est extraordinaire parce que lui est triomphant, mais vous voyez là, c'est pour Lonesome Cowboy un peu. Il est sur un cheval fatigué, épuisé, le trophée d'armes ici. On appelle ça un trophée d'armes. Les roues de char brisées,
les tambours crevés, les hanches. C'est terrible. Parce que ce personnage, c'est le restaurateur des Bourbons, mais c'est aussi le grand perdant des guerres coloniales. Et alors, il y a dans ce monument quelque chose qui, moi-même, me touche beaucoup. C'est la capacité donc, du concepteur de ce monument, Ben-Hur, les gens qui ont commandé ce monument. On va faire un monument au grand restaurateur des Bourbons. On sait que cette restauration bourbonique, ça a été une catastrophe. Ce n'est pas à cause de la restauration, c'est à cause de tout ce qui s'est passé avant. Mais on a perdu toutes les colonies. Ce parc, la capitale d'un empire sur lequel jamais le soleil ne se couchait, c'est devenu un square de province. L'Espagne de la fin du XIXe siècle n'a plus aucune consistance du point de vue politique dans l'Europe. Ça fait rien. C'est un monument à la gloire de ce personnage, en dépit de ses défaites. Beaucoup d'entre vous connaissent Bordeaux, bien sûr. Il y a un très bon monument à Bordeaux qui est très injustement considéré. C'est en face de la cathédrale, le Vae Victis, le monument aux morts et aux vaincus de la guerre de 70. C'est la même chose. On peut imaginer des monuments aux vaincus. Et là, on a ce très très beau monument, en plus du point de vue plastique, c'est réellement un chef-d'œuvre, parce que Ben-Hur est un grand sculpteur. Mais quand vous voyez, alors en plus quand même il y a une petite mouette qui vient se poser sur cette épine, on pleure. Mais quand vous voyez modèle des patriotes et soldats de l'Espagne, je trouve que c'est quelque chose de très très fort, de très puissant, et qui est vraiment très significatif d'une grande ouverture d'esprit, que l'on n'associe pas volontiers à la restauration borbonique. Et c'est là-dedans, 96, 98, la génération de 98 en Espagne, c'est tous ces penseurs, philosophes, tous ces anciens philosophes qui ont assumé avec douleur la perte de puissance de l'Espagne et l'ont transfigurée dans une création littéraire de qualité exceptionnelle. Et ça s'est fait dans l'acceptation de la perte de ces colonies. Et à Madrid, vous avez le monument à Cuba. Dans le prolongement, à côté d'Alphonse XII de Martínez Campos, on a fait une fontaine, qui est la fontaine de Cuba. Et cette fontaine de Cuba, c'est aussi Ben-Hur qui a été un auteur de l'allégorie de l'île, ici. Au pied sur le socle, vous avez Christophe Colomb et Isabelle la Catholique. Donc c'est un monument qui assume. Cuba a été la grande île associée à la richesse de l'Espagne. Ça a été l'origine d'un grand pouvoir économique et politique pour l'Espagne. On l'a perdu. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va l'ignorer. Quelques années après la perte de Cuba, on érige dans le Létil un monument à Cuba avec une statue très belle cubaine, alors elle est un peu trop habillée par rapport aux cubaines actuelles, mais on peut la deviner dessous, et elle est coiffée d'un bonnet phrygien, en plein règne d'Alphonse XII. Donc c'est quand même là aussi une manière d'assumer les choses qui est tout à fait extraordinaire. Alors cette fontaine en outre est très belle parce qu'il y a ces beaux éléments de bronze, ces éléments de la faune cubaine, ces iguanes, ces tortues qui crachent de l'eau parce que c'est en même temps une fontaine qui alimente donc le jardin. Et à partir de là, il y a toute une série de monuments sur lesquels je vais passer très vite maintenant, mais je les énumère quand même pour que vous preniez conscience de cette densité et de la force de ce propos. L'Espagne et Madrid, qui vit
douloureusement le mépris dans lequel cette capitale d'un royaume déchu, enfin, en pleine décadence, lisez ce qu'on écrit sur l'Espagne à la fin du XIXe siècle. Les voyageurs qui vont en Espagne, ils vont chez les papous. Ils sont dans un pays dont ils ne savent que souligner la misère. Eh bien, cette Espagne qui vit si douloureusement de tout ça, et Madrid en particulier, là aussi assume. On a perdu tout ça, mais on est toujours le point de rencontre, le point de fusion de ces cultures. Premier monument, 1917, daté de 1917, Hippolyte Yrigoyen, c'est un homme politique argentin qui est à l'origine d'une date, enfin de célébration, d'une date commémorative que l'on connaît bien, qui est le 12 octobre, qu'on appelle le jour, maintenant on appelle ça le jour de l'hispanité. On ne sait plus du tout comment appeler tout ça, parce que le politiquement correct fait qu'on ne peut plus donner de nom à ces jours. C'est un jour qui va témoigner de l'importance de l'Espagne et d'une collectivité hispanique. Mais bon, derrière tout ça, il y a la colonisation. Comment dire tout ça? Alors évidemment, Hippolyte Yrigoyen, lui, il est argentin, il n'a pas de mal à dire, c'est El Día de la Raza, le jour de la race. Je ne peux plus dire ça. Hein. Alors maintenant, ça s'appelle le jour de l'hispanité, mais c'est toujours la grande fête mondiale de l'hispanité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à Saragosse où on a des centaines et des dizaines et des centaines de milliers de pèlerins autour de la Vierge du Pilar qui viennent ce jour-là. C'est dans tous les pays hispaniques qu'il y a cette fête qui est célébrée. Et là, on a cette plaque, alors avec le décret de Yrigoyen qui donc institue le jour de la race en 1917, donc ce 12 octobre 1492, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et puis on va avoir quantité de monuments, alors pour tous les petits pays, même les plus malheureux. Paraguay, le Paraguay qui a été complètement déchiré entre l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil, eh bien, son héros, qui s'appelle Francisco Solano, ici, il est représenté sur une... C'est un petit monument, que j'ai mis ici, mais on ne le voit pas bien, mais c'est un petit monument très modeste, mais qui est très bien placé dans le Retiro, où on va glorifier ce personnage de grande... il n'a pas une grande reconnaissance internationale, c'est sans doute la première fois que vous entendez parler de lui. Ou alors ici, dans le même cœur du Retiro, Eloy Blanco, qui a été, lui, un homme de lettres argentin, mais aussi un homme politique important, qui a été un moment ministre des Affaires étrangères de l'Argentine, et qui est honoré par ce buste. Place à Panama par un personnage qui s'appelle Francisco Morazán, qui a essayé d'unifier tous les pays d'Amérique centrale et de créer donc une république d'Amérique centrale qui apparaît ici. Voilà pour donc énumérer ces... non, pardon, Morazán, c'est ce personnage. Ici, c'est Justo Arosemena, qui est un homme politique du Panama. Donc, tous ces personnages, des illustres inconnus, mais qui trouvent leur place dans ce jardin. Ils trouvent leur place et ils trouvent la signification, leur raison d'être dans leur rassemblement au cœur de l'Espagne. Donc voilà aussi une gloire du Retiro. Et puis, c'est aussi, le Retiro, c'est le jardin des lettres. Madrid est une ville extrêmement littéraire et cultivée. Il y a le Barrio de las Letras, autour de la place Santa Ana, où on vénère tous les grands classiques, avec le théâtre classique, etc., les rues, les Cervantes, les Quevedo, dans toutes ces rues. Mais dans le Retiro, c'est la littérature du XIXe siècle qu'on va honorer. Et en particulier, celle de cette génération de 98, qui a à la fois encaissé le fait que l'Espagne avait perdu son pouvoir et qui a transmué cette faiblesse en une puissante création littéraire, musicale
penser à toute cette création musicale espagnole, albénice, etc. Alors, le premier monument que je cite ici, c'est un monument qui est un personnage qui, du point de vue littéraire, c'est la littérature qu'on ne peut plus tellement lire de nos jours. Campo Amor, c'est un petit peu larmoyant, cette bonne littérature bourgeoise bien pensante de la fin du XIXe siècle. Mais le monument, par ce sculpteur qui s'appelle Coulon Valera, qui est le fils lui-même d'un homme de lettres, donc est un monument très délicieux dans son traitement fin de siècle, un peu lièvre quelquefois, bien sûr, mais très joli. Et puis, à côté de ça, on va avoir ce monument à Pérez Galdós, qui lui est le grand auteur, le grand romancier, un des plus grands romanciers d'Espagne, avec une littérature qui est une littérature qui peut être mise en parallèle avec, chez nous, celle de Zola, mais avec peut-être un éventail plus large sociologique et puis une prose merveilleuse. Alors ici, ce monument qui est fait par un sculpteur, un très grand sculpteur, c'est Vittorio Maccio, qui était un homme plus jeune que Pérez Galdós, mais très proche de lui. Et il a l'inauguration, on voit Pérez Galdós ici, il est aveugle, Pérez Galdós, et il est assis au pied du monument. L'éloge funéraire est prononcé par un auteur sévillan, je vais retrouver le nom, excusez-moi, parce qu'il a un monument à côté, Álvarez Quintero, qui est en train de prononcer ce mélange. Et là, Maccio, Pérez Galdós, et il est aveugle, alors il ne voit rien. Et alors, il y a un très très beau moment qui est raconté. On va l'amener et il va reconnaître le monument avec ses mains, comme ça. Et donc, dire, se tourner vers Victor du Maccio et lui dire oui, c'est bien moi, Victor, c'est bien moi. Donc, c'est un monument que vous voyez là encore, comment il est vivant. Là, c'est mon petit garçon qui maintenant a 37 ans. Alors, il y a aussi cette stèle, la stèle à Góngora. Parce que cette génération 98, elle va être aussi celle qui va revendiquer et qui va mettre en avant et sortir de l'oubli et du mépris toute la grande littérature baroque, et en particulier Góngora. Et là, on a cette stèle magnifique, donc Alcis, Polyphème, donc cette stèle de Vicente Beltrán, qui est un beau sculpteur, on dirait art déco, qui est aussi un édifice assez modeste, mais très significatif de ce moment de l'histoire des lettres espagnoles. Ces monuments vont intégrer aussi, encore une fois, ah oui, donc on arrive à 4 heures. Donc, va intégrer d'autres grands hommes de lettres, comme Jacinto Benavente, qui a été un prix Nobel de littérature, Jacint Verdaguer, qui est le grand poète catalan, cette fois, qui bénéficie aussi d'un monument dans ce centre du Retiro, Pío Baroja, qui est le grand romancier basque très castillan, hein, c'est pas, mais enfin, c'est le Pays basque qui est honoré à travers cette statue de Pío Baroja qui se trouve donc érigée à Madrid, et au-delà, il y a une espèce de prétention méditerranéenne avec le monument à Dante, mais qui est relégué dans une partie secondaire du Retiro. Et à côté de ça, la littérature qu'on peut appeler chica, ce género chico, de ce, comment on dit, mineur, la littérature mineure, avec les auteurs de Zarzuela. Chapi ici, avec le théâtre de la Zarzuela, Ruperto Chapi qui apparaît donc, pardon, ici c'est Chueca, qui est un auteur de Zarzuela, Chapi aussi, avec ce très beau monument de Julio Antonio ici, avec la femme voilée, ça c'est tout le folklore hispanique. Ce monument aussi merveilleux des frères Sérafine et Joaquín Álvarez Quintero, illisible de nos jours, hein, des petites pièces de théâtre, un peu boulevardières, tout ça, très sévillan, mais avec un monument qui est une merveille, avec ce monument dissocié où le cavalier est à l'écart de cette architecture et de cette grille sur laquelle s'appuie
une jolie sévillane. Donc le monument à Julio Romero de Torres, qu'on connaît aussi pour l'avoir vu sur les boîtes de chocolat et les calendriers, mais enfin qui est quand même un très grand peintre cordouan qui est honoré ici au Retiro. Moya, qui lui est, c'est toujours un buste de Benlliure ici, qui est la grande figure du journalisme espagnol du début du XXe siècle, qui est représenté ici, et jusqu'à Mingote, qui était l'illustrateur des dernières années du franquisme, qui a son monument ici. Donc, à côté de ça, on a les grands bienfaiteurs de l'humanité, en sélectionnant les plus proches de l'Espagne. Santiago Ramón y Cajal, qui est le prix Nobel de médecine, c'est lui qui a découvert, qui a identifié les neurones et qui a permis que se développe toute la neurologie contemporaine. Donc avec ce très beau monument de Vittorio Macho, et puis alors beaucoup plus obscur, des médecins espagnols qui ont joué un rôle important dans la protection de l'enfance, comme Tolosa Latour, qui a été un médecin madrilène qui a développé l'attention à la petite enfance. Ce monument merveilleux de Cortezo, qui est un monument, un médecin qui, lui, a joué un rôle, a été un personnage important dans l'intégration de la communauté juive madrilène et aussi qui a été... Alors là, vous voyez, on aime ça c'est le Retiro. Il y a une affection qui s'exprime de cette manière. Un autre, encore illustre, inconnu, médecin madrilène, après Prieto, Maria Benavente, qui est le père du sculpteur Jackson Benavente qu'on a vu tout à l'heure. Donc tous ces personnages, ce Ponce de León, qui est un personnage qui a joué un grand rôle dans l'éducation des sourds muets, qui a donc été à l'origine de la prise en charge de ce handicap dans l'Espagne du XIXe siècle. Et puis, alors lui, qui c'est pas Francisco de Paula Martín Mola, il a inventé la scénographie espagnole. Non, c'est peut-être pas comme bienfaiteur de l'humanité, mais enfin, il a un très joli buste, donc voilà. Lui, c'est le grand jardinier du Retiro, qui a réaménagé le Retiro dans les premières décennies du XXe siècle, il s'appelle Cecilio Rodriguez. D'ailleurs, il y a une partie du jardin du Retiro qui s'appelle les jardins de Cecilio Rodriguez. Et ici, Ricardo Codornius, qui n'a rien à voir au Champagne, c'est un ingénieur des monts. Donc c'est ce corps d'ingénieurs des monts qui ont été si importants dans la récupération du paysage forestier espagnol. Enfin, on termine là-dessus, c'est le jardin des causes, toutes les causes, des causes perdues. Alors ce monument, c'est extraordinaire. L'Alférez Provisional. Alférez Provisional, c'était un titre que l'on donnait aux miliciens engagés dans l'armée franquiste, qui manquaient de cadres. Alors on devenait toujours officier provisoire. Et ce sont ces officiers provisoires qui ont permis la victoire des troupes franquistes, dont ils ont été honorés collectivement par un monument au Retiro. Quand Franco est passé de mode, on a voulu démolir le monument. Alors il y a une quinzaine d'années, on a démoli le monument, et puis il y a quand même une réaction, parce qu'il faut être politiquement correct jusqu'au bout maintenant. Donc on a reconstruit le monument. Voilà l'histoire de ces... Là encore, on voit bien pourquoi. Ce n'est pas une gratuité, ces monuments dans le Retiro. Enfin, le dernier monument, qui est un monument vert, écolo, plus de pierres, c'est des arbres. C'est les victimes du 11 mars 2004, l'attentat de la Tocha, qui a été l'occasion de la création d'un très beau jardin ici. Alors voilà, et je termine donc sur cette image. J'appelle ce jardin le jardin des délices. C'est un petit clin d'œil à ce tableau qui se trouve à 200 mètres du cœur du Prado, du Retiro, puisqu'il est dans le musée du Prado, ce jardin des délices. Alors évidemment, c'est pas ces délices ambigus et curieux de Jérôme Bosch, mais c'est tous ces personnages, les petits vieux qui jouent aux échecs,
les copains qui se retrouvent, la colonie coréenne qui vient faire du tai chi, la jeune fille qui écrit à son amoureux sur son smartphone, voilà. Donc c'est ça le Retiro de nos jours, et c'est pour ça que même si on ne s'intéresse pas trop à l'histoire de l'Espagne, et excusez-moi de vous avoir un petit peu accablé par toutes ces préoccupations idéologiques qui sont les miennes, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas manquer d'y consacrer au moins une demi-journée lorsque vous irez à Madrid. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que Philippe Aragois nous a promenés dans un jardin riche en histoire. On aurait dû relire l'histoire d'Espagne. C'est peut-être moi qui aurais dû là. Ah non, c'était pas juste. J'ai dû faire quelques approximations. Une seule question. Oui, merci. Et je voulais savoir pourquoi il y a aucune statue religieuse voilà, dans le jardin, parce que la religion, même en Espagne, est très importante. C'est peut-être justement parce qu'il y en a beaucoup trop ailleurs. Non, mais vous savez, c'est vrai qu'à l'origine, il y avait ces chapelles qu'on appelait les ermitas, et il n'y reste rien, à moins de considérer Belzébuth comme une représentation négative de la religion. Mais effectivement, il n'y a pas de... Et je ne pense pas... Je vais essayer d'approfondir la question, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun élément qui puisse être associé de près ou de loin à la religion. Enfin, c'est pareil, à 300 mètres à l'ouest, vous avez le Christ de Medina Celi, vous n'avez pas de représentation religieuse de Madrid, mais effectivement, c'est de l'époque où il y avait toutes ces ermitas. Il y a encore l'église des Jéronymites, qui est l'église où se mariaient les rois d'Espagne jusqu'à Alphonse XIII, puisque le roi actuel, Juan Carlos, ne s'est pas marié là, qui était un lieu de retrait religieux. Mais effectivement, c'est plutôt à la périphérie du jardin qu'il faut chercher ça. C'est intéressant. J'ai retenu que Madrid était à 660 mètres d'altitude. Est-ce que vous pouvez nous dire l'étymologie du mot Madrid? Alors, 660 à peu près. L'ange déchu est à 666 mètres. 6. Mais non, Madrid, c'est l'origine est dans le nom musulman était inspiré Madrid. Je ne me souviens plus sous quelle graphie exacte, mais c'est déjà le nom que la ville porte dans le monde musulman. Il n'y a rien antérieurement, parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un vestige romain ou ibère sur le sol même de la ville. Les plus anciens témoignages d'occupation de la ville remontent à l'époque musulmane, au 8e, 9e siècle. Alors bien sûr, dans les fouilles, on va toujours trouver quelques éléments paléolithiques, peut-être qui traînent par-ci par-là, mais pas de ville, en tout cas pas d'occupation. Merci, je vous demande d'applaudir. On reviendra bientôt, j'espère.